Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burnout et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteur, spécialiste du burnout et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burnout pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour cet épisode Nadia Augusto, neurobiologiste, spécialiste du burn-out et de la dépression. Nadia, bienvenue, je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui. Je vais peut-être d'abord te laisser te présenter en quelques mots. Oui, merci pour ton invitation, Florence. Bah oui, alors je suis neurobiologiste de formation et puis j'ai été formée également à la neurothérapie que je pratique depuis 2018. Au départ, c'était dans un centre médical pluridisciplinaire au Luxembourg, où il y avait tout type de pathologies qui touchaient au cerveau, hein, que ce soit les troubles autistiques, l'épilepsie, l'Alzheimer, les troubles de l'attention, la dépression, le burn-out, enfin plein de choses. Et puis, depuis 2021, j'ai décidé d'un petit peu réorienter ma manière de pratiquer la neurothérapie avec ce que j'appellerais la neurothérapie dite naturelle, où en fait là, je vais vraiment combiner la biologie, les neurosciences aux médecines douces en fait. Voilà. Alors, pour donner un exemple tout de suite très concret, parce que parfois c'est un petit peu abstrait hein, quand je dis ça, une discipline qui émerge et qui est une belle illustration de la combinaison des neurosciences et des médecines douces, c'est la neuronutrition ou la psychonutrition, c'est pareil, où en fait on sait maintenant, hein, il y a plein d'études scientifiques sur l'alimentation en fait qui influence énormément le fonctionnement de notre cerveau, nos humeurs, nos comportements, nos émotions, mais aussi nos performances, nos capacités cérébrales. Donc, par exemple, voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas que travailler sur la psycho, la neuronutrition. Il y aura aussi les émotions. Ça touchera dans le domaine du stress, l'hygiène du sommeil, enfin, tout ce qui peut toucher, influencer de près ou de loin le cerveau. Et depuis 2021, j'ai décidé aussi de me spécialiser dans la dépression et le burn-out pour vraiment être au cœur de ces problématiques et les prendre de manière globale, générale, voilà, que ce soit avec la psychonutrition, les émotions, la gestion du stress, retrouver son énergie, etc. Donc ça, c'est pour la partie plus professionnelle. Et puis, bah, côté personnel, je suis quelqu'un qui passe beaucoup, beaucoup de temps en nature. J'adore la nature, méditer, jardiner, être présente, être à l'écoute. Voilà, j'aime beaucoup le silence, la nature, ce genre de choses. Voilà. Formidable. Merci Nadia. C'est vrai que c'est intéressant de voir la diversité de ce que tu peux apporter finalement dans ce suivi et cette reconstruction de burn-out notamment, puisque c'est nous le sujet qui nous intéresse particulièrement dans ce podcast. Et il y a énormément à faire et effectivement ce côté faire attention entre guillemets non seulement à la tête mais aussi au corps, notamment à travers la nutrition, c'est particulièrement essentiel. Donc, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous expliquer ce qui se passe dans le cerveau en cas de burn-out? On va peut-être démarrer par ça. Oui, oui, très bonne question. Bah, il s'en passe des choses dans le cerveau avant, pendant et après, pendant la reconstruction du burn-out. Donc, pour parler du cerveau, il faut déjà revenir à ce qu'est le burn-out en fait, parce que une fois de plus, et c'est ma manière de fonctionner, et d'accompagner les personnes. Certes, on peut avoir voilà des troubles cognitifs, différents problèmes au niveau du cerveau. Mais le cerveau est dans le corps et donc il faut s'occuper de tout le corps de manière générale. Alors un burn-out, hein, c'est vraiment un épuisement physique avant tout. On sent physiquement, on est extrêmement épuisé. C'est plus de la fatigue normale là, hein. On est dans un épuisement sévère et anormal du corps, mais en plus on a un épuisement émotionnel, c'est-à-dire où on a tellement vécu d'émotions pendant des situations stressantes, des difficultés, des épreuves que souvent c'est un peu la tempête émotionnelle à l'intérieur de soi, ou au contraire, on s'est coupé totalement de ces émotions parce qu'en fait, elles sont trop dures à vivre. Ça, c'est l'épuisement émotionnel. Et le troisième volet, c'est l'épuisement cognitif ou mental, qui est dû justement à un épuisement du cerveau, un épuisement cérébral. Mais l'épuisement du cerveau vient
avant tout de l'épuisement du corps de manière générale, d'accord? On est C'est bien qu'on a fait d'accord. face, oui, c'est ça. On a fait face à tellement de situations stressantes de manière chronique tous les jours. On a tellement puisé dans nos réserves d'énergie, dans nos batteries. On est plus à zéro, on est à -10, -20, -30, hein. On est vraiment, on a creusé dans les réserves d'énergie normalement qu'on ne touche pas au niveau du corps. Qu'au bout d'un moment, bah, le cerveau, lui aussi, va être touché et va ne plus recevoir suffisamment les ressources suffisantes, que ce soit en termes de nutriments, par exemple, pour pouvoir fonctionner. Et donc, il va diminuer un petit peu ce qu'il est capable de faire. En fait, il va se mettre ce que moi j'appelle au régime minimum. Alors au début, on va pas le sentir tout de suite quand on va vers le burn-out. Au début, on peut se sentir un petit peu épuisé, par moments on va dormir un peu moins bien, et puis, tout d'un coup, au fur et à mesure que le temps passe, on va se rendre compte que: «Ah mais tiens, là j'ai oublié ça, d'habitude j'oublie jamais». Il va y avoir des petits oublis de plus en plus souvent, sur plus de choses et en fait là, c'est le cerveau qui commence, c'est un premier signe notamment que le cerveau commence à un petit peu souffrir, il peut plus fonctionner correctement et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser un petit peu sa capacité de mémoire, hein, sa mémoire, parce qu'en fait, la mémoire est une fonction qui prend énormément d'énergie. Donc ça va être l'une des premières touchées et avec celle-ci, il y aura aussi la concentration. C'est souvent ce que les gens ressentent, hein, mémoire et concentration. Pareil, la concentration, se concentrer, c'est pas illimité la concentration. D'ailleurs, en anglais, on dit pay your attention, comme si c'était quelque chose à payer, qu'on dépensait. Et ben, en fait, tout simplement, c'est parce que l'attention, on le sait, c'est quelque chose de limité. C'est comme si on avait un taux d'attention par jour et que quand on a utilisé tous nos stocks, ben, on peut plus en avoir plus, en fait. Faut mettre le cerveau au repos. Mais quand en plus on est déjà fatigué, qu'on est déjà très stressé, on va encore de moins en moins avoir d'attention. Et au bout d'un moment, ben, bizarrement, au bout d'une heure de travail, on va avoir des maux de tête, on va avoir des difficultés à se concentrer, alors qu'avant, on pouvait se concentrer 4 heures d'affilée, facilement, en mode machine, super-héros, on est un robot. Et ben là, ça va être plus possible parce que le cerveau s'épuise au fur et à mesure. D'accord? En parallèle, il y a aussi l'impact du stress, puisque quand on est stressé, ça va activer la réaction biologique du stress dans le corps. Alors au début, on a beaucoup d'adrénaline et puis l'adrénaline va faire place au cortisol. Le cortisol, lui, il peut être produit pendant des heures. Il est censé être beaucoup produit le matin uniquement parce que c'est notre starter pour bien démarrer. Là aussi, quand on a plus de mal à démarrer, bah, les gens vont pas le sentir tout de suite, parce qu'à la place, on va prendre beaucoup de café, donc ça va avoir le même effet, hein, la caféine. Sauf que là, c'est un starter, on va forcer plus les choses qu'autre chose. On va forcer le corps à démarrer, on va forcer le cerveau à démarrer. Alors ça va toujours fonctionner jusqu'à un certain temps où on arrive au burn-out et là, on s'effondre finalement. Voilà. Ouais. J'adore cette description que tu fais un peu de la. J'allais dire, on a un stock limité d'attention, quoi, comme un peu un compte en banque, effectivement, lequel on ne pourrait pas dépasser, sinon on est dans le rouge. J'aime beaucoup cette image, donc ça marche super bien. On se rend mieux compte, parce qu'effectivement, les personnes qui viennent nous voir, toi ou moi, en général, ils ont du mal à comprendre pourquoi d'un seul coup, ils Mm. n'ont plus accès justement à cette capacité d'attention ou de mémorisation qu'ils avaient avant. Donc, ouais, je te remercie pour cette illustration. Je trouve que Ouais. c'est vraiment tout à fait ça. Alors, est-ce qu'il peut rester des séquelles finalement au niveau troubles cognitifs? Est-ce que ça peut durer au-delà, j'allais dire, de la période vraiment de burn-out proprement dite? Une fois qu'on se Mm. remet, est-ce qu'on peut se remettre complètement? Est-ce que notre cerveau il va être à nouveau tout frais, tout dispo à un moment donné? Ou est-ce qu'il peut y avoir chez certaines personnes des séquelles? Alors, c'est une très bonne question. Alors, soyons honnêtes, oui, dans certains cas, il peut y avoir des séquelles, mais aussi, je tiens à rassurer ceux qui nous écouteraient, c'est très très rare. C'est très rare. D'autant plus que de nos jours, je le constate, c'est que les personnes qui sont arrêtées, par exemple en arrêt maladie pour motif de burn-out, en fait, souvent, elles sont dans un burn-in, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'étape juste avant de vraiment complètement s'effondrer. Parce que vraiment complètement s'effondrer en burn-out, c'est très différent que de s'arrêter juste un petit peu avant. C'est très différent pour le corps et pour le cerveau. Alors, avant d'aller peut-être plus en détail sur les séquelles, on peut peut-être juste préciser justement qu'est-ce qui se passe vraiment quand il y a cet effondrement.
pour comprendre après ce qui va en découler au niveau des séquelles. C'est que donc le stress chronique et l'épuisement, notamment le stress, le cortisol dont j'ai parlé précédemment, va être toxique pour les neurones quand c'est trop long et à trop forte dose. Mais les neurones vont être capables pendant un certain temps de s'en protéger, le cerveau va être capable dans un certain temps de s'en protéger jusqu'à un certain point. Et quand on passe au bout d'un moment où les neurones vont commencer à être supprimés, à dégénérer, c'est là où va y avoir des séquelles irréversibles. Mais c'est très très rare en fait. D'accord? Pendant jusqu'au burn-in et même parfois il y a même des burn-out mais qui sont pas les plus sévères. Et ben là en fait c'est totalement récupérable. Ces fonctions cognitives sont totalement récupérables et c'est dans la plupart des cas. Alors qu'est-ce qu'un burn-out justement où je vais pouvoir récupérer mes capacités cognitives? Bah, certes, sur le moment, je vais l'impression de plus avoir de mémoire, de concentration, et je me dis, mon Dieu, quelque chose est cassé. Moi, j'ai déjà entendu comme question, est-ce que mes neurones sont grillés? Voilà, ce Oui, genre de oui. choses. On peut avoir cette sensation-là, vraiment, qu'il y a quelque chose qui est cassé, qu'on récupérera plus, parce que ça dure pendant des mois. Alors non, c'est juste en fait que le cerveau s'est mis au régime minimum. C'est-à-dire, comme il est épuisé, il va notamment produire beaucoup moins de neurotransmetteurs pour fonctionner, parce qu'il ne peut plus. Il n'a plus assez de nutriments, de ressources physiques, biologiques pour produire ces neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des protéines, et pour produire des protéines, ça prend énormément d'énergie en fait. Il faut non seulement la base des protéines, des acides aminés, mais aussi du zinc et plein de ce qu'on appelle de cofacteurs chimiques, biologiques pour produire une protéine. Voilà. Et quand on n'a plus tout ça, bah, qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il va produire beaucoup moins de neurotransmetteurs, donc moins de dopamine, donc moins de motivation. Mais la dopamine va être aussi utile à la mémorisation et la concentration. Moins d'acétylcholine pour la mémorisation, moins de noradrénaline pour rester concentré et bien éveillé. Donc on aura plus tendance à somnoler ou alors on compensera avec le café, mais c'est une mauvaise compensation. Voilà. Et puis, dans certains burn-out, on arrive même au stade où on commence à produire de moins en moins de sérotonine. Et la sérotonine, c'est connu dans la dépression. Et c'est là où on croit aussi que le burn-out, en fait, c'est comme la dépression, alors que, parce que quand on a moins de sérotonine, en fait, on va être de moins bonne humeur, on va avoir parfois des idées noires, on va se sentir un petit peu déprimé et on va se dire: «Ouh est-ce que je tombe en dépression?» Mais en fait non, la carence en sérotonine, ici, dans ce cas-là, va bien venir d'un épuisement qui est le burn-out et pas d'une dépression. Là aussi, on voit une différence, d'accord? Et donc quand le cerveau va vraiment diminuer tout ça, et ben évidemment, on va être moins capable, on ne va pas avoir les capacités nécessaires pour travailler, se concentrer, gérer son quotidien. Mais en fait, quand on est à ce stade-là, juste où il y a toujours les neurones qui sont là, mais on a juste diminué ces neurotransmetteurs, le cerveau, il attend qu'une chose, c'est qu'on lui redonne tout ce dont il a besoin pour se mettre au régime maximum comme avant. Donc en fait, on peut tout récupérer, d'accord? Dans ces cas-là. Voilà. Maintenant, pour les cas les plus sévères, et quand je dis cas les plus sévères, pour vous donner un ordre d'idée, en tout cas, moi, je sais pas quelle est ton expérience, Florence, mais le mien, c'est que, parce que j'en ai eu quelques-uns, c'est très rare, mais ça arrive, c'est des personnes qui ont été minimum 3 mois à l'hôpital après l'effondrement. C'est-à-dire que un burn-out, c'est vraiment, je me lève un matin et j'arrive au boulot et en fait, je m'effondre, quoi. Et je m'évanouis, je me réveille à l'hôpital et là, mon corps ne répond plus aux commandes. Ça, c'est un burn-out. Mon corps ne répond plus aux commandes, en fait. Je suis tellement épuisée que même lever le petit doigt, c'est trop difficile, quoi. Et là, je vais être des mois, parfois 6 mois, même plus alitée à l'hôpital. Me lever, prendre une douche, ce sera trop difficile, quoi. Là, quand on atteint ce stade-là, on peut parfois supposer qu'il y a des neurones aussi qui ont dégénéré, qui ont été atteints, qui ne sont plus là, en fait. Et quand le neurone n'est plus là, bah, c'est difficile de le remplacer. Il y a des cellules souches hein, dans le cerveau qui peuvent venir remplacer, mais c'est après un burn-out, ça a été tellement atteint que dans ces cas-là, que c'est quand même rare qu'on puisse vraiment tout récupérer à 100%. On peut récupérer, mais pas tout, d'accord? Mais une fois de plus, ces cas restent extrêmement rares. Donc, la plupart des gens qui écoutent, voilà, des podcasts, des vidéos et autres autour du burn-out, qui sont en burn-out, ça reste des burn-out où on peut récupérer toutes ces capacités cognitives. Voilà. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est mon expérience aussi et c'est effectivement, j'allais dire, bon, tout burn-out est sévère, mais il y en a presque des plus sévères encore que Ouais. d'autres. Et moi, ça fait presque une vingtaine d'années que je suis des personnes en burn-out et je me rends compte qu'il y a quand même
de plus en plus de cas un peu plus sévères, Mm. mais qu'avec le bon accompagnement, la récupération, elle peut être totale ou tellement quasi totale que le dire la différence, elle est subtile. Par contre, il y a quelque chose que je constate et j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus, c'est que la plupart des personnes que je vois en post-burnout, donc après avoir récupéré, même des années après, ont du mal à se lever le matin. Même s'ils étaient du matin avant, c'est comme s'ils changeaient de neurotype, j'allais dire, par rapport au sommeil. Au moment où on enregistre, c'est la journée internationale du sommeil en plus, donc la Ah, je question me savais vient, pas. voilà. Ok. Et, je constate, et je le constate d'ailleurs chez moi, mais chez toutes les personnes que j'ai pu suivre et avec qui j'ai pu être en contact après, que même les personnes qui étaient du matin deviennent finalement pas du matin ou même carrément du soir, en tout cas, ont plus de mal à émerger le matin. Comme si finalement le cortisol, ce réveil matin dont tu parlais, avait quand même un petit peu plus de mal à démarrer, prenait un peu plus son temps finalement, comme une petite séquelle un petit peu discrète de ce qui a pu se passer. Est-ce que tu as une expérience par rapport à ça? Alors oui, alors là, ce serait pas au niveau du cerveau en fait, mais il y a il peut y avoir voilà des légères séquelles au niveau des glandes surrénales justement, celles qui produisent le cortisol. Et donc il faut savoir que le cortisol c'est le starter du matin. Au niveau du cerveau, c'est la dopamine qui doit être produite le matin, et au niveau du corps, c'est le cortisol. C'est vraiment le starter, celui qui voilà qui fait que voilà tout d'un coup on va avoir de l'énergie, on va pouvoir se concentrer, faire quelque chose, se réveiller de sa nuit finalement. Et ce qu'on constate déjà pendant le burn-out, pendant l'effondrement, en fait, pourquoi l'effondrement vient? C'est justement parce que les glandes surrénales n'arrivent plus à produire de cortisol. Tout d'un coup, c'est un bouton qui est passé en mode off, quoi. Elles ne produisent plus de cortisol. Et sans cortisol, bah, vous arrivez vraiment pas à faire grand-chose, quoi. C'est vraiment, on a beau le dire que c'est l'hormone du stress, oui, mais c'est aussi l'hormone du starter le matin, de je suis réveillée, etc. Au-delà de l'hormone du stress, le cortisol, on en a besoin, mais on n'en a pas besoin tout le temps, tout au long de la journée, que le matin. Et dans le burn-out, avant le burn-out, comme on en a eu tout le temps, beaucoup trop, et que les glandes surrénales qui ne devraient pas en produire tout le temps pendant des années, là, on en produit tout le temps pendant des années, au bout d'un moment, ben, il n'y a plus de cortisol, ça coupe, il n'y en a plus. Et ce qui se passe, c'est que quand on récupère, ça c'est derrière, en fait, il y a ce qu'on appelle les rythmes chronobiologiques, la chronobiologie avec les rythmes circadiens, les rythmes jour-nuit. Donc, une personne normale, elle produit beaucoup de cortisol le matin et elle devrait plus en produire ou très très peu le soir. Et c'est là où justement le corps et le cerveau vont se relaxer, se détendre. Il y a une préparation au sommeil et ensuite je dors bien la nuit et je me répare la nuit parce que si on est stressé juste avant de se coucher, ça annule le programme de réparation pendant la nuit. Donc attention, ça aussi, il faut faire attention. Mais chez les personnes qui ont d'un coup eu plus de cortisol à cause du burn-out, au moment où elles vont récupérer en fait un petit peu de cortisol, il va se passer quelque chose. C'est que la récupération va se faire dans le sens inverse, en tout cas dans un premier temps au moins. C'est-à-dire, je me lève le matin, ça va être super difficile, je vais pas avoir de cortisol, et au fur et à mesure de la journée, comme je me repose parce que j'ai pas le choix, je suis peut-être en position allongée, voilà, je me fais des choses qui font du bien, etc. Et ben en fait, les glandes surrénales vont être un petit peu mieux en fin de journée et vont produire un peu de cortisol en fin de journée. Et donc, on a le cycle inversé. Ok. Ouais. Et donc déjà, il y a ce cycle inversé. Et souvent, les gens me disent, je commence à récupérer, mais ça m'embête parce que le matin, j'arrive pas à démarrer. Et c'est le soir où je commence à être en forme. Je dis, ça, c'est bon signe. C'est le C'est ça, cortisol qui revient. Il est encore inversé, mais c'est quand même un bon signe. ça a Voilà. redémarré. Voilà, c'est ça. Et donc après, il y a tout un rééquilibrage au niveau de la chronobiologie, le rythme jour-nuit avec le sommeil, bien s'exposer à la lumière du jour le matin, très important, dès qu'on se réveille, ne pas s'exposer aux écrans pendant au moins 2 heures avant d'aller se coucher quand on veut rééduquer son cortisol aussi. Enfin voilà, et bien être détendu, faire des choses qui nous détendent 2 heures avant d'aller se coucher pour vraiment préparer le cerveau, le système nerveux, le corps au sommeil, etc. Voilà, bien manger des protéines le matin pour aider aussi le cortisol à démarrer. Enfin, après, il y a plein de choses qu'on peut faire autour. Mais si les glandes surrénales ont quand même quelques petites séquelles, il y aura quand même voilà, ce petit blocage. Voilà. Ce petit différentiel un peu Voilà. Voilà. particulier qu'on remarque, oui, tout à Mm, fait. Ah, mm. ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, eh bien, est-ce que tu as des conseils
j'allais dire presque des trucs ou des astuces pour, eh ben, comment on fait pour se remettre, retrouver finalement ces fonctionnalités, notamment du cerveau, la concentration, la mémoire. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Alors, à part le repos, bien sûr, ça c'est la Ouais, condition sine qua non. ouais, Qu'est-ce qu'on peut aller chercher, j'allais dire, pour ouais. aller mieux? Bah, il y a plein de choses, une fois de plus, et je pense qu'elles sont toutes importantes. Alors, tu dis le repos, oui, on le sait. Moi, j'ajouterais quand même un petit détail au repos qui n'en est pas un, parce que je vois que beaucoup de personnes ne savent pas le faire, c'est le repos mental. Euh, Oui, autant se reposer, bah, si par exemple j'ai un burn-out sévère et je suis alitée à l'hôpital, là, le repos, il est forcé. Je suis allongée. Mais parfois, ça peut encore cogiter dans la tête chez certaines personnes. Par rapport au travail ou par rapport aux enfants, j'arrive plus à m'en occuper, ou que vont penser les collègues, quand est-ce que je vais pouvoir reprendre une activité, est-ce que je vais avoir toutes mes indemnités, arrêt maladie. Enfin, ça cogite tellement qu'en fait, la tête reste stressée et donc le corps reste stressé. Et en fait, on n'est pas du tout en train de se reposer. Donc vraiment mettre sa tête au repos, réapprendre, rééduquer son cerveau à être dans ce vagabondage d'esprit, à être dans le calme, dans le silence, etc., ça se réapprend aussi. Ça, c'est une des conditions. Il y a des études qui montrent, il y a notamment le neuroscientifique Michel Le Van Kuyen qui a écrit un livre tout autour de cerveau et silence, parce que le silence régénère le cerveau, par exemple. Et le silence, c'est gratuit. Vous voyez, c'est pas, voilà, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Voilà, ou être dans la nature, ça régénère notre cerveau. Écouter le son des oiseaux, être en pleine nature, etc. Ça, c'est, vous trouvez même un parc près de chez vous, c'est gratuit, vous voyez, c'est des choses très simples à faire. Après, évidemment, ça ne suffira pas. Il y a d'autres choses, je parlais justement des neurotransmetteurs, qui sont des protéines, qu'on a besoin de zinc et de plein d'autres choses pour les produire. Bah là, c'est vraiment l'alimentation, justement la neuronutrition, qui va être hyper orientée dans la reproduction de ces neurotransmetteurs, hyper orientée sur la concentration et la mémoire. Aussi, moi j'aime bien aussi donner des oméga 3 parce que ça va diminuer la neuroinflammation, ça booste la mémoire, ce genre de choses. Voilà, du zinc éventuellement. Enfin, après, il y a plein de choses et c'est au cas par cas qu'il faut quand même aller voir. Mais on peut déjà, voilà, augmenter sa consommation de protéines, notamment le matin, réduire le sucre qui est aussi un toxique pour les neurones, qui diminue notre concentration et notre énergie mentale et physique. Voilà, couper l'alcool le temps qu'on récupère absolument qui va ralentir notre cerveau, perturber notre sommeil, accélérer le vieillissement de toutes les cellules du corps. L'alcool va partout dans le corps. Enfin, voilà. Après, il y a plein de choses comme ça à faire. Ok. Euh, Aussi, quelque chose d'évidemment très important, ça va être réduire le stress et réapprendre à se mettre dans le mode régénératif, donc le mode parasympathique, qui est un mode du système nerveux qui est très lent. Les personnes en burn-out n'ont pas trop l'habitude d'être dans ce mode-là, parce qu'elles étaient toujours hyper speed, à fond, plein de charges de travail, plein de choses à faire. Pourtant, il est absolument indispensable d'être au ralenti aussi, au calme, au repos, parce que ce mode parasympathique va activer en fait les systèmes de réparation du corps et du cerveau. Donc c'est hyper important. Et une chose qui est importante à comprendre, c'est que tant que je suis stressée physiquement ou mentalement, je désactive les modes de réparation de mon corps et du cerveau. Donc il faut absolument que j'apprenne à me couper du stress au moins un certain temps. Le stress est une réaction utile quand elle est ponctuelle et dans une situation donnée où je suis éventuellement en danger. Mais en dehors de ça, il faut surtout pas que je sois stressée. Surtout après un burn-out, il faut que je puisse me réparer, me guérir correctement. Et Formidable, voilà. formidable. Merci beaucoup pour ce partage, Nadia, tous ces conseils. C'est vrai que le silence, le fait de ralentir, hein, ça c'est vraiment des choses extraordinaires. Et c'est vrai que les personnes qui arrivent en burn-out, eh ben, avaient de façon générale un rythme de vie très très intense, un rythme d'existence vraiment Mm. très très rapide. Et Ouais. c'est tout un réapprentissage pas à pas, tranquillement, qu'il va falloir faire, mais qui vaut vraiment la peine, hein. Moi, je peux, j'allais dire, là témoigner en tant qu'ex-burnoutée Ouais. d'il y a 30 ans. C'est vrai que j'ai dû réapprendre à fonctionner à un rythme différent. Mais je me rends compte que j'arrive quand même à faire tout ce que je veux faire. Et c'est ça aussi le message un peu d'espoir qu'on peut transmettre, c'est non, non, il ne s'agit pas de vivre à moitié, hein, parce que beaucoup de Oui. personnes en burn-out sont inquiets, hein, c'est vrai, mais simplement de réapprendre à faire autrement, à faire différemment pour pouvoir
finalement se retrouver réellement, avoir même le temps de sentir qui on est et ce qu'on fait, c'est quand même Exactement, exactement. hyper Et puis, important. tu parles de vivre à moitié. Ça peut être la sensation qu'on a juste après le burn-out, Oui, justement, où tout s'arrête d'un coup et on a peur de pas retrouver justement les occasions et l'énergie pour pouvoir travailler, profiter de sa famille, de ses amis, etc. Mais aussi, j'aimerais passer un dernier message d'espoir justement par rapport à qui va être un message neurobiologique, par rapport à ce vivre à moitié. Quand on a atteint un burn-out sévère et qu'on a aussi cette sensation de plus être motivé, de plus avoir d'entrain, d'être un peu déprimé, là encore, en fait, cet état, c'est toujours notre système nerveux parasympathique dorsal, en fait, qui s'active. Et pourquoi il s'active, celui-là? C'est quand il ressent, notamment, enfin, dans le cas du burn-out, c'est parce qu'il ressent que on n'a plus suffisamment d'énergie pour gérer notre quotidien et même s'occuper de nous-mêmes. Et donc, ça menace notre survie. Et donc, pour nous faire survivre et nous forcer à nous reposer et s'occuper de nous, notre système nerveux va activer la partie parasympathique dorsale. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça coupe notre motivation. Et c'est fait exprès. C'est une protection, en fait. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que si j'étais encore motivée, bah, je me lèverais le matin, je continuerais à travailler. Et il y a des burn-out, des états de burn-out qu'on appelle au Japon les karoshi, Mm. où c'est la mort subite par surmenage du travail, hein. Donc ça existe. Donc c'est pour nous protéger de la mort que notre système nerveux parasympathique dorsal s'active avant et coupe la motivation. Et c'est une protection. Donc remerciez l'intelligence de votre corps, remerciez l'intelligence de votre système nerveux. Il vous protège et pendant un certain temps, ça va vous demander de, oui, vivre moins, de vous recentrer sur vous, sur vos besoins fondamentaux, mais c'est pour justement vivre mieux plus tard. Et ça, c'est un cadeau. Voilà. Exactement, exactement. Merci beaucoup Nadia pour tous ces conseils, toutes ces explications. Alors, avant de se quitter, il y a une question que j'aime beaucoup poser aux personnes avec lesquelles j'ai une conversation sur le thème du burn-out, c'est: et toi, qu'est-ce qui te permet de retrouver la sérénité dans ton quotidien? Mhm. Alors, bah, je fais deux choses. La première que j'ai mis en place il y a quelques mois et qui m'a fait énormément de bien, c'est de me couper des écrans le plus possible, juste les utiliser pour ce que j'en ai vraiment besoin et leur utilité, notamment les réseaux sociaux. Moi, je passe du temps sur les réseaux sociaux à scroller, etc. Et en plus, ça accapare la concentration de mon cerveau, donc ça ne me repose pas mentalement. Ça, c'est important à comprendre. Les écrans ne nous reposent pas mentalement. Donc, me couper de ça, vraiment faire le minimum de ce que j'ai besoin avec, et au contraire passer plus de temps en nature. Voilà, tout simplement. Ça me met en mode sérénité de manière naturelle finalement. Tout à fait, tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi, moi qui vis aussi à la campagne, de profiter de ce silence, de cet espace, de la Ouais. nature, c'est vraiment important. Alors, Nadia, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, pouvoir te contacter, alors on mettra ça dans les notes du podcast, mais est-ce que tu peux dire en quelques mots où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver? Oui, alors j'ai déjà mon site internet qui est neuronaturel, EL à la fin.com. Voilà, vous pouvez voir les différents types d'accompagnement que je propose, que ce soit sur le burn-out dans sa globalité ou juste sur les troubles neurocognitifs, hein, c'est aussi possible. Il y a des personnes qui me font appel juste pour ça. Et puis aussi, je partage beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube que vous pouvez trouver sur YouTube en tapant Neuro Espace Naturel. Voilà. Formidable. Merci beaucoup, Nadia. C'était un grand plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Je crois qu'il faudra que tu reviennes hein, parce qu'on a encore plein de choses à explorer ensemble. Avec plaisir, Florence. Je te remercie beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur le burn-out, les solutions pour en sortir et en ce qui concerne mon travail sur le sujet en tant que sophrologue et coach, vous pouvez me retrouver sur le site labullerepos.com. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Breakthrough Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. À bientôt. Au revoir Nadia. Au revoir, Florence.